Avez-vous déjà imaginé avoir un ange gardien à 4 pattes qui peut littéralement vous sauver la vie lorsque vous vous y attendez le moins? Voici l'histoire vraie et émouvante d'une femme qui a découvert que son chien n'était pas seulement un compagnon, mais le héros qui changerait tout. Si vous croyez au pouvoir de la loyauté inconditionnelle, regardez cette vidéo et préparez-vous à être ému. Le vent printanier charriait le parfum des chênes lorsque Sophie remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas avec Zeus, son berger allemand de 3 ans. Le soir tombait doucement sur le quartier résidentiel où il vivait, et elle l'observait depuis le balcon tandis que le chien gardait une étrange surveillance, les yeux fixés sur quelque chose d'invisible à l'horizon. Sophie était artiste plasticienne, une femme de 32 ans qui portait sur ses épaules le poids d'une surdité profonde depuis l'enfance, mais qui avait transformé le silence en sa plus grande force créative. Zeus n'était pas seulement un chien guide certifié. Il était l'extension de ses sens, le pont entre elle et un monde de sons qu'elle ne connaîtrait jamais. Cet après-midi précis, tandis que le soleil peignait le ciel de tons orangés, elle sentit à travers la laisse cette vibration particulière qui indiquait une inquiétude. L'animal reniflait l'air avec une intensité qu'elle avait rarement vue, comme si le vent lui-même apportait des messages d'alerte que lui seul pouvait déchiffrer. La vie de Sophie suivait une routine confortable jusqu'à ce moment-là. Ses matins commençaient tôt, avec Zeus la réveillant doucement avec son museau humide sur sa main, un rituel qui remplaçait n'importe quel réveil. Le petit déjeuner était partagé en silence, mais un silence plein de communication par le regard et le toucher. Elle préparait ses toiles dans l'atelier improvisé dans le garage, où la lumière naturelle entrait généreusement par les grandes fenêtres. Zeus restait toujours à proximité, couché dans son coin préféré, mais les yeux toujours attentifs. C'était un partenariat forgé en années d'entraînement et de cohabitation, où chaque geste avait un sens, chaque mouvement était un mot non dit. Le chien connaissait les signes manuels que Sophie utilisait, répondait au toucher spécifique, sur l'épaule qui signifiait danger, au geste qui indiquait l'heure de s'arrêter ou de continuer. Mais cet après-midi de printemps, Zeus communiquait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore complètement. L'attrait. Décision de s'inscrire au programme de spécialisation de l'Académie des Beaux-Arts avait été prise après des mois d'hésitation. Sophie savait que ce serait un défi non seulement artistique, mais aussi social. Son art avait gagné une reconnaissance locale, ses expositions attiraient de plus en plus de visiteurs, mais elle sentait qu'elle devait franchir une étape. L'Académie représentait le prestige, les connexions, les opportunités qui pourraient transformer son passe-temps en une carrière viable. Le processus d'inscription était complexe, surtout lorsqu'il est arrivé à la partie sur les aménagements spéciaux. Elle a dû expliquer Zeus, joindre toute la documentation de certification du chien guide, des lettres de recommandation de son entraîneur. La réponse est venue avec une réserve qui plantait déjà des graines d'inquiétude. Zeus serait autorisé, à titre expérimental, sous réserve d'une évaluation constante de son comportement. C'était comme si le droit fondamental d'avoir son chien d'assistance était un privilège accordé à contre-cœur. Le premier jour à l'académie arriva avec la chaleur du début de l'été. Sophie enfila sa plus belle tenue, prépara son sac avec sa tablette de communication, son carnet de notes rapide, ses fournitures artistiques. Zeus a reçu un brossage supplémentaire. Son collier d'identification brillait au soleil. En entrant dans l'imposant bâtiment d'architecture néoclassique, elle sentit les regards se tourner vers eux. Certains curieux, d'autres clairement mal à l'aise. La réceptionniste, une dame aux lunettes et à l'expression sévère, examina les documents de Zeus comme si elle cherchait une faille. Sophie lut sur ses lèvres les mots « protocole » et « exception ». La salle de classe principale était située au 2e étage. Un espace vaste, avec de hauts plafonds et des fenêtres qui allèrent du sol au plafond. Le professeur titulaire, Jean Dupont, était un homme d'une 40aine d'années, connu pour ses sculptures abstraites et son tempérament méticuleux. Il salua Sophie d'un signe de tête poli, mais ses yeux se sont attardés sur Zeus avec une expression qu'elle n'a pas pu complètement déchiffrer. Les premières semaines se sont déroulées dans une tension voilée. Sophie excellait dans les cours pratiques, sa perception visuelle aiguisée compensant l'absence d'ouïe.
Elle captait des nuances de lumière et d'ombre que d'autres étudiants perdaient. Ses compositions avaient une profondeur émotionnelle qui attirait l'attention. Zeus restait toujours à ses côtés, couché discrètement, seuls ses yeux bougeant, pour suivre le mouvement dans la salle. C'est pendant un cours de modèle vivant que le premier incident significatif s'est produit. Le chien s'est soudainement levé, aboyant avec une urgence que Sophie a ressentie à travers les vibrations du sol. Il tira fortement la laisse, l'entraînant loin du chevalet. Quelques secondes plus tard, un des anciens luminaires du plafond s'est détaché, tombant exactement là où elle se trouvait. Le fracas a été ressenti par Sophie comme une onde de choc à travers le plancher en bois. La classe a paniqué, mais ce qu'elle a vu sur les visages autour d'elle n'était pas seulement de la peur, mais une accusation silencieuse dirigée vers Zeus comme si son aboiement avait causé l'accident. La directrice du programme, Dr Hélène Martin, convoqua Sophie à une réunion le lendemain. Le bureau de la directrice était un espace intimidant, avec des murs couverts de diplômes et de prix. Sophie lut sur les lèvres de la directrice des mots comme distraction, sécurité des autres élèves, comportement inapproprié. Les mains de la directrice gesticulaient pendant qu'elle parlait, et Sophie remarqua qu'elle évitait le contact visuel direct. Le message était clair. Zeus était en observation. Tout autre incident entraînerait son interdiction sur le campus. Sophie quitta la réunion le cœur serré, la sensation familière de rejet ressurgissant de vieux souvenirs. Combien de fois, dans sa vie, avait-elle été perçue comme un problème, une complication, quelqu'un qui exigeait trop? Zeus sentit son angoisse, pressant son corps contre ses jambes dans un geste de réconfort qui la fit presque pleurer sur le cou dans le couloir. C'est à cette époque que Sophie rencontra Pierre-Henri, un des étudiants du programme de sculpture. Il s'est approché d'elle pendant une pause, non pas avec de la pitié ou une curiosité morbide, mais avec un intérêt véritable pour son travail. Pierre-Henri avait des mains d'artiste, calleuses par le travail de la pierre et du métal, et un sourire qui illuminait ses yeux bruns. Il communiquait avec Sophie en écrivant dans son carnet. Il avait appris quelques signes de base de la langue des signes par lui-même. Le premier geste de gentillesse est venu lorsqu'il l'a aidé à transporter ses lourdes toiles jusqu'à la voiture, sans qu'elle n'ait besoin de le demander. Il n'y avait pas de précipitation dans ses mouvements, seulement une naturalité qui la fit baisser la garde pour la première fois depuis longtemps. Zeus, toujours méfiant envers les étrangers, accepta Pierre-Henri avec une tranquillité surprenante, lui permettant même de lui caresser la tête. L'été avançait, apportant une chaleur étouffante qui faisait trembler l'air au-dessus de l'asphalte. Sophie remarqua que Zeus était de plus en plus agité pendant les cours. Il reniflait constamment l'air, ses oreilles bougeaient en captant des sons qu'elle n'entendrait jamais. Dans certaines zones du bâtiment, surtout près des murs porteurs, le chien manifestait une agitation visible. Elle a essayé d'ignorer, attribuant à la chaleur au nouvel environnement, mais au fond, elle savait que Zeus n'agissait jamais sans raison. Un après-midi particulièrement étouffant, alors qu'il travaillait avec de l'argile dans la salle de sculpture, Zeus commença à grogner bas, un son que Sophie sentit plus qu'elle ne le vit, les vibrations subtiles arrivant à travers la laisse. Pierre-Henri, qui travaillait à la table à côté, remarqua le comportement du chien. Il s'approcha et toucha doucement l'épaule de Sophie, pointant du doigt une fissure presque imperceptible dans le mur. Ce n'était qu'une fine ligne, mais Zeus était fixé dessus comme s'il pouvait voir à travers le béton. La deuxième fois que Pierre-Henri a démontré sa proximité croissante avec Sophie a été lors d'une visite au musée de la ville. Toute la classe est allée étudier les œuvres classiques, et Pierre-Henri est naturellement resté à ses côtés, décrivant avec des gestes et des dessins rapides ce qu'elle ne pouvait pas saisir des explications du guide. Il y avait une patience dans ses gestes, une disposition à rendre l'expérience complète pour elle, sans en faire un acte de charité. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant une sculpture particulièrement émouvante, une figure féminine en marbre qui semblait émerger de la pierre brute, Pierre-Henri a écrit dans son carnet que l'œuvre lui rappelait son travail, la capacité de trouver la beauté là où d'autres ne voyaient que le silence. Sophie sentit la chaleur monter sur ses joues, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Zeus, toujours attentif aux émotions de sa maîtresse, frotta son museau contre sa main dans un geste d'approbation.
L'automne arriva, peignant les arbres du campus dans des tons de rouille et d'or. Avec lui, une escalade des restrictions imposées à Zeus. La directrice Martin a mis en place de nouvelles règles. Le chien ne pouvait plus entrer dans la bibliothèque, dans la cafétéria, ou dans toute zone considérée comme un lieu de rencontre commun. Sophie se retrouva à devoir laisser Zeus dehors pendant d'importantes conférences, attachée à un poteau comme un animal ordinaire, et non le professionnel entraîné qu'il était. L'humiliation brûlait, mais ce qui la blessait le plus, c'était de voir la confusion dans les yeux de Zeus, son anxiété croissante chaque fois qu'ils étaient séparés. Elle commença à manquer quelques cours, préférant travailler à la maison où elle pouvait avoir Zeus à ses côtés sans jugement. C'est Pierre-Henri qui la chercha un de ces après-midi, apparaissant à sa porte, avec une expression inquiète et un vase de tournesol à la main. La conversation révélatrice eut lieu dans le jardin de Sophie, où elle cultivait ses propres fleurs comme inspiration pour ses peintures. Pierre-Henri a longuement écrit sur ses propres luttes, comme fils d'immigrants confrontés à des préjugés subtils et pas si subtils pendant sa formation. Il comprenait le poids d'être vu comme différent, comme quelqu'un qui ne correspondait pas parfaitement au moule attendu. Sophie a partagé ses souvenirs d'enfance, l'accident qui a causé sa surdité, les années de thérapie et d'adaptation, la découverte de l'art comme sa voix. Zeus restait entre eux, sa présence une constante réconfortante. Lorsque le soleil commença à se coucher, teignant le ciel de violette et de rose, Pierre-Henri prit la main de Sophie pour la première fois. Ce fut un contact doux, hésitant, mais chargé de promesses. Elle n'avait pas besoin d'entendre des mots pour comprendre ce que ce geste signifiait. Les événements étranges à l'académie se sont intensifiés avec l'arrivée de l'automne tardif. D'autres étudiants ont commencé à signaler des bruits étranges provenant des murs, une odeur de moisissure qui apparaissait et disparaissait. L'entretien a été appelé plusieurs fois, mais a toujours conclu qu'il ne s'agissait que du vieux bâtiment, qui s'adaptait au changement de température. Sophie remarqua que Zeus devenait particulièrement agité près de l'aile est du bâtiment, où se trouvaient les principaux ateliers. Un matin froid d'octobre, elle travaillait sur une grande toile lorsque Zeus saisit soudainement le bas de son pantalon avec ses dents, la tirant avec une force qui la fit faire tomber son pinceau. Il l'entraîna dans le couloir juste au moment où un morceau du plâtre du plafond s'effondra sur son poste de travail. La poussière de plâtre flottait dans l'air comme de la neige artificielle, et Sophie vit le trou noir qui s'était ouvert dans le plafond, révélant des poutres en bois pourri. Cette fois, il ne pouvait pas blâmer Zeus d'avoir causé l'accident. Il était clair qu'il avait sauvé Sophie d'une blessure grave, voire mortelle. Malgré cela, la directrice Martin a insisté sur le fait que le comportement erratique du chien était une distraction dangereuse. L'ultimatum est arrivé par écrit. Zeus était interdit d'entrer dans le bâtiment principal. Sophie pouvait continuer les cours, mais elle devait laisser son chien dehors ou à la maison. C'était un choix impossible, comme demander à quelqu'un de choisir entre respirer et voir. Sophie sentit le monde se rétrécir autour d'elle. Les murs de l'académie qui représentaient auparavant une opportunité semblaient maintenant une prison. C'est dans ce moment de désespoir que Pierre-Henri est apparu avec une proposition inattendue. Il avait fait des recherches approfondies sur les droits des animaux d'assistance, trouvé des précédents légaux, des cas similaires qui avaient été résolus en faveur des personnes handicapées. Plus que cela, il avait remarqué quelque chose qui avait échappé aux autres, le schéma des incidents. Tous se sont produits dans des zones spécifiques du bâtiment, toujours impliquant l'ancienne structure. Pierre-Henri avait un cousin ingénieur et voulait son avis sur ce qui pouvait se passer. Sophie vit en lui non seulement un intérêt romantique, mais un véritable allié. Quelqu'un disposé à se battre à ses côtés. La démonstration de vulnérabilité mutuelle est venue lorsque Pierre-Henri a avoué qu'il était tombé amoureux d'elle dès le premier jour, mais qu'il avait eu peur de s'approcher, incertain de la façon de courtiser quelqu'un d'aussi fort et indépendant. Sophie a répondu en montrant ses carnets les plus intimes, où elle avait dessiné son visage des dizaines de fois, capturant chaque angle, chaque expression. L'hiver est arrivé, apportant avec lui une tension palpable. Sophie continuait à fréquenter les cours, mais maintenant avec le soutien non seulement de Pierre-Henri, mais aussi d'autres collègues,
qui ont commencé à remettre en question la justice des restrictions imposées. Un petit réseau de soutien s'est formé, des étudiants qui se sont relayés pour rester avec Zeus dehors, s'assurant qu'il ne soit pas seul dans le froid. Le chien, à son tour, gardait une surveillance constante, ses yeux toujours tournés vers le bâtiment comme s'il pouvait voir à travers les murs ce qui arrivait à Sophie. C'est lors des préparatifs de l'exposition annuelle d'hiver que la situation a atteint son apogée dramatique. C'était l'événement le plus important de l'année académique, lorsque les œuvres des élèves seraient exposées aux critiques, aux collectionneurs et au grand public. À la veille de l'exposition, une tempête hivernale approchait. Sophie faisait les dernières retouches à son installation, une série de toiles qui explorait le thème du son visuel, lorsque Zeus, qui était attaché dehors conformément aux règles, commença à aboyer frénétiquement. Le son lui est parvenu à travers les vibrations du sol, un motif urgent qu'elle a reconnu comme un signe maximum de danger. Elle courut dehors et trouva Zeus essayant de se détacher de la laisse, tout son corps tendu d'urgence. Sans hésiter, Sophie le détacha et fut immédiatement entraînée de retour à l'intérieur du bâtiment. Zeus la conduit directement au sous-sol, une zone rarement utilisée où du matériel ancien était entreposé. Là, le chien commença à gratter frénétiquement une section spécifique du mur. Pierre-Henri est apparu quelques minutes plus tard, ayant vu l'agitation de l'extérieur. Ensemble, ils ont examiné la zone indiquée par Zeus. Au début, cela semblait juste un autre mur vieux et poussiéreux, mais Pierre-Henri a remarqué une humidité anormale, et lorsqu'il a pressé, la surface de petits morceaux de béton se sont détachés. Il a immédiatement appelé son cousin ingénieur, qui, même tard dans la nuit, a accepté de venir. Pendant qu'ils attendaient, Sophie a enlacé Zeus, sentant son cœur battre fort contre sa poitrine. Le chien tremblait, non pas de froid, mais de tension, comme si chaque fibre de son être était concentrée sur la communication du danger imminent. L'ingénieur est arrivé avec du matériel de mesure et ce qu'il a découvert était alarmant. La structure de soutien du bâtiment était gravement compromise. Des années d'infiltration non détectées avaient corrodé les armatures du béton armé. Les poutres maîtresses étaient à la limite de leur capacité de charge. Le plus effrayant, c'est que le grand hall d'exposition se trouvait juste au-dessus de la zone la plus compromise, avec des centaines de personnes attendues pour l'événement du lendemain. Ce serait une catastrophe d'une ampleur inimaginable si la structure cédait. L'ingénieur a déclaré que le bâtiment devait être évacué et interdit immédiatement. Le matin de l'exposition a commencé avec le chaos de la découverte. Des équipes d'urgence ont isolé le bâtiment. Des ingénieurs structurels ont été appelés pour une évaluation complète. La directrice Martin était sous le choc, alternant entre incrédulité et horreur, en réalisant à quel point il avait été proche d'une tragédie. Lorsque l'ampleur du problème a été révélée, avec des fissures profondes trouvées à plusieurs endroits de la structure, il est devenu clair que Zeus avait détecté le danger des mois avant qu'il ne devienne critique. Ses aboiements, son agitation, son comportement erratique, tout avait été des tentatives pour avertir du danger croissant. Sophie était stationnée sur le parking, observant le bâtiment qui était presque devenu son tombeau, lorsqu'elle sentit une main sur son épaule. C'était la directrice, les larmes aux yeux faisant un geste d'excuse qui n'avait pas besoin de mots. L'exposition a été reportée à un autre endroit et est devenue un événement encore plus important grâce à la couverture médiatique du chien héros qui a sauvé des centaines de vies. Sophie s'est retrouvée au centre de l'attention, non pas comme l'artiste handicapé qui avait besoin d'aménagements spéciaux, mais comme la femme dont le partenariat avec son chien avait empêché une tragédie. Ses œuvres, qui exploraient la visualisation du son et la communication au-delà des mots, ont pris un nouveau sens à la lumière des événements. Les critiques qui avaient pu auparavant voir son travail comme un créneau comprenaient maintenant la profondeur de sa perception, unique du monde. Zeus est devenu une célébrité locale, mais a conservé sa dignité professionnelle, toujours aux côtés de Sophie, toujours vigilant. L'acte de sacrifice qui a consolidé la relation entre Sophie et Pierre-Henri est venu de manière inattendue. Pendant l'exposition réorganisée, un important collectionneur a exprimé son intérêt à acquérir toute la série de Sophie, mais à une condition.
Il voulait qu'elle déménage à Paris pour travailler exclusivement pour sa galerie. C'était une opportunité unique, le type d'offre dont rêvent les artistes émergents. Sophie était divisée, sachant que cela signifierait laisser derrière elle la vie qu'elle avait construite, la maison avec le jardin où Zeus courait librement, et surtout, laisser Pierre-Henri. C'est lui qui l'a surprise en révélant qu'il avait reçu une offre similaire d'un atelier à Paris des Tynes, semaines auparavant, mais qu'il avait refusé parce qu'il ne voulait pas s'éloigner d'elle. Maintenant, il proposait qu'ils y aillent ensemble, construisent une nouvelle vie où tous deux pourraient grandir en tant qu'artistes et en tant que couple. Le printemps est revenu, apportant avec lui un nouveau chapitre. Sophie et Pierre-Henri s'étaient installés à Paris, partageant un loft spacieux, avec un espace extérieur pour Zeus. L'Académie des Beaux-Arts non seulement s'est excusée publiquement, mais a également créé un protocole exemplaire pour l'inclusion des animaux d'assistance, nommé Protocole Zeus, en hommage au chien qui a sauvé l'institution d'une tragédie et d'une procédure judiciaire dévastatrice. Sophie est devenue une voix active au sein de la communauté des artistes handicapés, utilisant son expérience pour ouvrir des portes qui étaient restées fermées par les préjugés et l'ignorance. Ces expositions incluent désormais des visites spéciales en langue des signes et des descriptions tactiles des œuvres, rendant l'art accessible de manière qu'elle aurait elle-même aimé expérimenter. Zeus, maintenant avec quelques poils blancs décorant son museau, gardait la même dévotion qu'avant. Chaque matin, il réveillait Sophie avec le même rituel gentil. Chaque jour était un renouvellement du vœu silencieux entre eux. Pierre-Henri était devenu fluent en langue des signes, et les conversations des trois se déroulaient dans une danse de gestes, de touches et de regards qui ne nécessitaient pas de mots parlés. L'atelier qu'ils partageaient était un espace de création conjointe, où les sculptures et les peintures dialoguaient, où le silence de Sophie trouvait une voix dans les formes qu'elle créait, où l'amour avait construit un langage propre. Après-midi spécial, exactement 6 mois après l'incident à l'Académie, Sophie terminait une nouvelle œuvre. C'était une installation immersive qui combinait des éléments visuels et tactiles pour raconter l'histoire d'un gardien silencieux. Zeus était couché à sa place habituelle, l'observant travailler avec la même attention qu'avant. Pierre-Henri est entré dans l'atelier en portant 3 tasses de thé, un rituel quotidien pour eux, et s'est arrêté pour admirer l'œuvre terminée. L'œuvre montrait un chien stylisé, avec des lignes se transformant en ondes sonores visibles, entouré de fragments de murs qui se désintégraient et se reconstruisaient, symbolisant comment la destruction peut conduire à la rénovation. Sophie toucha le pelage doux de Zeus, sentant sa respiration calme sous sa main. Combien de fois avait-il été sa voix lorsqu'elle n'avait pas de mots? Combien de fois avait-il été ses oreilles lorsque le monde essayait de la prendre au dépourvu? Le chien leva la tête et lécha sa main, un geste simple qui portait des années de camaraderie. Pierre-Henri s'approcha et les enveloppa tous les deux dans une étreinte, et à ce moment-là, Sophie sentit l'intégralité d'avoir trouvé non seulement sa voie artistique, mais sa famille. Le silence qui l'enveloppait n'était plus un obstacle, mais un espace sacré, où l'amour communiquait à des fréquences qui transcendèrent le son. Le voyage qui avait commencé par le rejet et l'incompréhension s'était transformé en une histoire de réussite qui inspirait les autres. Sophie recevait des messages quotidiens de personnes qui trouvaient du courage dans son histoire, des parents d'enfants sourds qui voyaient en elle un exemple que les limitations n'existent que dans l'esprit de ceux qui les imposent. Zeus était devenu un symbole non seulement de service, mais aussi de la façon dont l'intuition animale peut surpasser l'arrogance humaine. L'Académie, entièrement rénovée et restructurée, a invité Sophie à être conférencière invitée, un honneur qu'elle a accepté à condition que Zeus soit à ses côtés sur scène. Ce qui avait commencé comme une quête d'amélioration artistique s'était transformé en un voyage de découverte personnelle et de transformation collective. Sophie avait appris que sa surdité n'était pas un handicap à surmonter, mais une perspective unique qui enrichissait son art et sa vie. Pierre-Henri avait prouvé que le véritable amour communique dans toutes les langues, trouvant toujours un moyen de s'exprimer. Et Zeus, le gardien silencieux, avait montré que l'héroïsme n'a pas besoin de fanfare, que sauver des vies peut être aussi simple que de faire confiance à l'instinct
et aussi profond que la loyauté inconditionnelle. Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel avec les mêmes couleurs qui décoraient l'étoile de Sophie, elle réfléchissait à la façon dont la vie avait conspiré pour réunir trois âmes dans une danse improbable. Chaque obstacle surmonté avait été une marche vers quelque chose de plus grand. Chaque rejet avait ouvert la voie à une acceptation plus profonde. Les préjugés de l'académie s'étaient transformés en politique d'inclusion. La peur de s'ouvrir à l'amour avait fleuri en un partenariat, créatif et romantique. Et le chien que certains considéraient comme une distraction s'était révélé être la différence entre la vie et la mort pour des centaines de personnes. Sophie savait que d'autres batailles viendraient. Le monde avait encore beaucoup à apprendre sur la véritable inclusion, sur le fait de voir au-delà des apparences et de faire confiance à ce que l'on ne peut pas immédiatement comprendre. Mais elle n'était plus seule. Elle avait Pierre-Henri à ses côtés, partenaire dans l'art et dans la vie. Elle avait Zeus, dont l'amour inconditionnel était un rappel quotidien que les liens les plus profonds transcendent les mots. Et elle avait son art, sa voix visuelle qui résonnait maintenant dans les galeries et les chœurs, prouvant que le silence peut être le plus éloquent des langages. L'histoire de Sophie, Pierre-Henri et Zeus est devenue une légende urbaine moderne, partagée dans les conversations et les réseaux sociaux, inspirant des documentaires et des articles de presse. Mais au cœur de toute cette attention, il restait trois êtres qui avaient appris la vérité la plus simple et la plus profonde, que l'amour, que ce soit entre humains ou entre espèces, trouve toujours un moyen de se manifester, que la véritable incapacité réside dans l'incapacité de voir le potentiel dans chaque être, et que parfois, les anges gardiens viennent avec quatre pattes, une queue qui remue, et la sagesse instinctive de protéger ceux qu'ils aiment. Et vous, à quel moment permettrez-vous à la confiance dans l'improbable de transformer votre désert en jardin fleuri ?